Hop. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour la troisième fois pour ranger un Mangatech. Et ce sera la dernière partie, vu qu'il reste que la Mangatech qui est là derrière. Et qu'on verra presque pas quand je rangerai, en plus c'est derrière le lit qui est coincé là. Donc super, c'est pratique. Mais au moins que ça on aura enfin fini de ranger ça. Ça fait quand même 5 jours que j'ai pas live alors que j'ai enchaîné Vla Live pendant je sais pas combien de jours. Et donc après avoir rangé ces deux étagères, il nous reste quelques mangas posés par terre. Et quelques-uns posés sur le lit là, comme vous pouvez le voir ici. Donc on va commencer sans plus tarder pour essayer de ranger ça un peu, il serait temps. Et donc le suivant, par ordre alphabétique, on s'est arrêté sur... pas du tout ça. C'est que j'avais oublié de mettre en jaune. Hop hop hop. Jusqu'à Oda et Ichiro bien sûr on avait fait. Et donc là on attaque l'œuvre numéro 61. 61. Avec Okubo Atsushi. Qui a fait ça et qui a fait... ça. Hop. Nous sommes face à un auteur que j'apprécie grandement, car il a fait Soul Eater, qui est une œuvre qui m'a fait vivre des hauts et des bas. J'avais commencé à la lire au CDI au collège, donc là encore ça fait une bonne grosse dizaine d'années. Ouais, non, 10 c'est vrai. Et bah, j'avais pas trouvé ça terrible. Le poète était plutôt bien parce qu'il y avait des trucs un peu coquins, et à cet âge-là, bah, on aime bien les trucs coquins. Mais en fait, bah, ça fait pas tout pour un tome. Et effectivement, hein, avec cette nouvelle édition en gros volume, et bah, le tome 1, c'était toujours pas très bien. Alors que bah, le tome 1 en rassemble pas mal. Mais c'est surtout le tome 1, le vrai, pas le gros volume 1, qui est pas terrible. Parce que tout le reste, qu'est-ce que j'adore Soul Eater. Les trois personnages principaux offrent une réflexion très collective sur la place dans le monde. Parce qu'il y en a un, il a de grands rêves sur ce qu'il veut être et fera tout pour y atteindre. L'autre doit faire avec les objectifs et la place qu'il a bah, par son rang. Et la dernière, essaie juste de vivre tranquillement sans forcément chercher sa place. Et en fait, ben, les trois types sont des façons de vivre la vie. En plus, il y a plein de réflexions sur la folie qui marchent très bien. Et des super trouvailles graphiques, je trouve, assez souvent. Et puis bah même les intrigues en dehors des personnages avec les différents groupes ennemis, le fait que ça bouge au sein de ces groupes, qu'il y ait des confrontations au sein de ces groupes aussi, ça marche très bien. Et après il y a Fire Force qui arrive très prochainement vers sa fin dans son magazine de prépublication, dont j'ai lu que le tome 1 en profitant des 48 heures de la BD, comme Arslan dont on a parlé au tout début de ces 3 épisodes. Et bah là malheureusement j'ai très envie de lire la suite, mais bah, comme d'habitude j'ai pas pris l'occasion de le faire, parce qu'il y a toujours des œuvres que je favorise, mais ça sera parmi les prochains, je sais pas quand, mais prochainement, parce que ben, c'est bientôt terminé, parce que ça me donne fortement envie, et parce que j'aime beaucoup Atsushi Okubo. C'est un auteur dont j'aimerais suivre plus le travail, mais je suis pas sûr qu'il ait fait beaucoup plus d'œuvres que ça. Je crois qu'en dehors de Soul Eater et Fire Force, il y a Soul Eater Note, qui est un spin-off pas forcément excellent de Soul Eater, du coup vu que ça partage le nom c'était plutôt logique. Je vérifie ça. Soul Eater, Soul Eater Note et Fire Force. Ouais. Bon, c'est déjà bien hein, d'avoir réussi à faire ces deux œuvres vu leur niveau. Et donc on va pouvoir les ranger et se dire avec envie que prochainement il y aura sans doute Fire Force qui les rejoindra ici. Et j'aime beaucoup aussi, avec cette collection là de Soul Eater, avoir des gros volumes pas vraiment, parce que c'est pas très pratique à lire et que ça plie la reliure, mais avoir une frise, bien sûr, avec un dessin qui se suit d'un tome à l'autre, et qui fait une frise avec tous les personnages, et ça j'aime bien, c'est joli. Hop. Ensuite, suivant c'est Otaka Shinobu. Hop. Ça devrait faire plaisir à certains, mais en fait,
C'est l'autrice, si je ne m'abuse, de Maggie, The Labyrinth of Magic. Mais eh bien, je ne l'ai pas lu cette œuvre. Je ne l'ai connue de nom que bien trop tard. Et comme je savais qu'il y avait beaucoup de potentiel dans ce que cet auteur sait faire, je me suis tourné vers l'œuvre qui est sortie après. Donc la première qui est sortie à partir du moment où je l'ai découvert, qui est donc Orient Samurai Quest. Et bah, je la suis depuis le début de cette apparition. Et je suis à jour dessus. C'est pas une bonne idée de penser en stone, par contre, parce qu'on pourra parler, je vais être un peu embêté. Et ben ça a des hauts et des bas, on va pas se le cacher. Il y a un noyau dur qui est plutôt intéressant au niveau des deux personnages principaux, donc, qui sont Masashi et Kojiro, même si Kojiro le voit de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de personnages. Il y a... En soi, les personnages sont plutôt bons. Même le groupe ennemi, qui fait largement penser au grand groupe ennemi connu dans les shonen plus classiques et plus reconnus. Mais des fois, bah, il y a des petits problèmes de ton, des petits problèmes de longueur, des petits problèmes de répétition. Parce que par exemple, là, on vient d'avoir un gros arc qui nous a pris, je dirais, bien 5 tomes au moins. Attends. Oui, il commence à la toute fin du tome 5. Et là, au tome 11, on arrive à sa conclusion. Donc ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomes au moins. Sur 11 quoi, donc c'est un gros morceau. Alors il y a plein de personnages, donc ça montre enfin vraiment ce que sont les clans, ce que sont vraiment les grosses batailles qu'ils doivent traverser. Il y a des petites histoires dans tous les sens qui apportent beaucoup à la grande et au combat qu'il y a contre le grand groupe adverse dont j'ai parlé tout à l'heure et les grands monstres, pas forcément très intéressants, mais qui sont là et qui sont dangereux pour les populations. Mais voilà, donc je pourrais pas dire que l'auteur est une excellente découverte à travers Orient, mais si Maggie garde les qualités de Orient et qui rajoute son propre truc en effaçant les légers soucis qu'il y a dans Orient, bah je comprendrais qu'on aime autant. Hop, aïe. Comment je peux viser aussi mal avec mon corps? Ensuite, The Yu Yu A de Okano Yu. Ça doit être là-dedans, ça. Là. The Unwanted Undead Adventurer. On revient encore une fois au colis envoyé par Meian dont je vous ai parlé les fois précédentes. Étant donné que ça fait partie de ces colis, logiquement, sinon ça n'aurait aucun sens d'introduire ce sujet. Et donc ça fait des débuts d'œuvre en plus que j'ai pas encore eu l'occasion de suivre la suite. Parce que il y en a pas beaucoup qui font partie de mes points de priorité. À part pour l'instant donc Gannibal et Balzar qui sortent du lot, comme je l'ai déjà parlé. Parce que là, on a un monde de RPG classique avec un héros qui devient un monstre et qui évolue en tuant d'autres monstres. Donc on a des petites réflexions sur la condition de monstre évidemment, on a des petits jeux rigolos sur la découverte de ses nouveaux pouvoirs, la façon dont il utilise tout ça. Mais surtout ce qui marche c'est le fait que ça soit un vrai aventurier dedans et qu'il ait ses connaissances de base qui soient gardées. Comme ça il y a le jeu de je suis moi-même, je me connais, mais je peux pas en parler à mes alliés. Donc ça fait des petits quiproquos, des trucs comme ça, des rencontres de personnages qui marchent bien. Et c'est utile de son évolution, où il va devenir de plus en plus monstrueux visuellement, mais en même temps de plus en plus fort, donc de plus en plus humain, donc ça fait une sorte de boucle sympathique. Mais ça va pas chercher très loin. Et puis les tomes sont plutôt très courts, puisque de base ils sont pas très épais, et qui sont amputés à partir de la page 150, je crois. Attendez, est-ce que c'est celle-là? Non, à partir de la page 146 pour le deuxième et 146 pour le premier aussi. De quelques pages en plus, vu qu'il y a une sorte de roman pour parler de quelques points particuliers dont ils n'ont pas l'occasion de parler ailleurs, comme Slime du coup.
Voilà. Et bah, comme ça se démarque pas particulièrement, bah, j'ai pas spécialement envie de suivre la suite pour l'instant. Mais ça viendra en temps et en heure normalement, vu que je limite les nouveautés. Ensuite, on va parler de Okawa Bicube, Cube, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce, avec Pop Team Epic. Ben, est-ce que je vous ai déjà parlé du fait que Meian m'avait envoyé 2 colis de manga? Il me semble que oui, que c'était il y a 2 minutes. Et bah là, on retrouve ce sujet-là avec ben, Pop Team Epic fait partie de ces envois. Et c'est une suite de blagues en 4 cases. Il y en a 155 pour être. Non, 165 pour être précis. Et bah, c'est pas très drôle. Il me semble, de mémoire de ce que j'avais noté, que j'avais pas rigolé une seule fois, mais que j'avais souri 2 fois. Ce qui est un résultat presque pas mal, hein. Parce que 2 sourires sur 165 blagues, c'est ridicule. Mais en même temps, de l'humour en 4 cases, avec de la culture japonaise et d'une forme typiquement japonaise, c'est pas simple. Ça reste intéressant comme expérience et comme découverte un peu de la façon de faire des japonais. Mais alors niveau humour, ce qui est donc le but principal de la série, ah c'est pas vraiment ça. Et donc, c'est dommage. Aïe aïe aïe. Ben voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Ah, le prochain ça va être bien. Le sport, hauteur. Il y en a là, à l'envers évidemment. Hop, et et hop. Et les autres qui sont là. Hop, on va parler de One avec Mob, Psycho 100 et One Punch Man. Je suis One Punch Man depuis la parution en France. C'est évidemment magnifique. Merci Yusuke Murata. Parce que bon, quand on va parler des dessins de One après, et que Mob Psycho 100 n'a pas eu droit à ce super cadeau. Et ben, je vous avouerai que le Poetum a fait un effet plutôt sympathique, vu que c'était de l'humour subversif sur les super-héros, genre utiliser le monde des super-héros pour raconter des grosses bêtises dessus, ça marchait bien et c'est plutôt rigolo. Mais moi je veux trier Mob Psycho 100 et One Punch Man et les deux sont sortis en 2012, comment je fais pour trier? Voilà, sauf que ça s'essouffle très vite. Et donc le premier arc qui dure jusqu'au tome 7, et ben finalement se répète un peu et n'a que la blague de Saitama pour s'en sortir et ça marche pas à la longue, ce qui est plutôt dommage. Par contre, du tome 8 à un peu plus loin, j'aime beaucoup que ça prend le temps de montrer plein de personnages différents, que ce soit des héros, que ce soit des vieux. Ah, eh ben salut Dr Chips, on le remercie. Ouais, Yusuke Murata, il t'a mis à terre en un coup. Euh... Non, je crois pas qu'il y ait d'autres hommes qui aient mis à terre là-dedans, hein. Malheureusement. Et poubelle. C'est une insulte, c'est moi qui serais des poubelles. Ok, je fais comme si t'étais pas là. Non, mais évidemment que je vais faire comme si t'étais là. Le but c'est de discuter un peu. Et ben ça va plutôt pas ouf. Parce qu'on est là dans les 2 dernières semaines de cours, vu qu'après on est en stage pendant 6 mois. Et qu'il nous reste encore 3 partiels, un oral sur un mémoire de recherche et un horrible travail d'anglais. Genre on avait un partiel d'1 heure, enfin de 2 heures, qu'on aurait donc absolument pas eu besoin de bosser, parce que qui bosse de l'anglais? Et là on doit lire tout ce que font 2 entreprises sur leurs actions pour le climat, sur plus de 20 pages chacune, pour faire une petite présentation de l'entreprise, de ce qu'elle fait, et une réflexion personnelle autour de ça. Et du coup, on a un questionnaire pour suivre précisément ce qu'elles font, et donc il faut trouver dans les 20 pages les questions précises. Au secours! Alors qu'on avait juste un petit partiel de 2 heures, ils sont malades d'avoir demandé ça les autres.
Voilà, et donc pour me calmer un peu, je fais ce petit live pendant que personne n'est là. Et bonne chance, merci à toi. Et toi, du coup, comment tu vas? Voilà, bref. Et je disais sinon après le tome 8, et ben, je préfère le jouant parce qu'il y a plus de personnages mis en avant. Et qu'on éloigne un peu Saitama des projecteurs, ce qui fait pas un mal, parce que ben, il est gentil, hein, ça je dis pas. Mais avoir tout le temps les mêmes blagues autour de lui et ne pas pousser les choses plus loin, et ben ça limite un peu les choses à faire, ce qui est dommage avec un tel potentiel. Mais donc Garou par exemple j'aime bien, ou le fait de voir d'autres héros en fait jouer vraiment les héros, ça marche bien. Mais c'est quoi qui est sorti en premier, c'est One Punch Man ou Mob Psycho? Voilà, sauf que bah maintenant, récemment, et bah les tomes se sont mis à se répéter un peu et à juste offrir des gros combats sans forcément fond, et donc ça me plaît moins. Et donc ça a fait une sorte de grosse vague comme ça, et je suis plutôt triste. Voilà. Et pour Mob Psycho, bah pour l'instant j'ai que les deux premiers tomes, parce qu'il y a dû avoir une offre comme d'habitude de un tome acheté, un tome offert. Donc je marche que comme ça, si j'ai pas tous les tomes, c'est uniquement la seule raison. Et ben je trouve ça bien. Alors, niveau dessin, c'est un peu moins bien. Par exemple, si on compare les tomes 1, et ben on voit qu'il y en a un c'est Yuzuki Murata et l'autre c'est One, hein, qui il y a une légère différence, je pense. Le chara design est semblable, mais alors le style de dessin, c'est pas les mêmes. Mais par contre, au niveau de l'humour assez limité sur un seul personnage bien différent des autres, et ben pour l'instant sur deux tomes de Mob Psycho, ça se répète moins et je trouve ça plus pertinent. Mais c'est sans doute parce que là, il y a directement eu des personnages secondaires un peu plus mémorables, je pense. À voir sur la longueur, et vu que c'est que 11 tomes, ce sera moins long que One Punch Man, et il y aura moins de chances de repartir vers le creux de la vague. Donc c'est un auteur que j'aime plutôt bien, mais à voir du coup avec la suite de One Punch Man, qui j'espère approche de sa fin quand même, parce que ça va être long sinon, et avec la suite de Mob Psycho. Je connais ça, j'avais un truc similaire pour le bac d'anglais, ça va être tranquille aussi. Non, ça va pas être tranquille, faut passer à l'oral après, pour expliquer sur les résultats qu'on a fait. J'ai pas envie de faire ça moi. On avait un examen de 2 heures. Et c'est One Punch Man en France au premier. Pour l'instant, je vais mettre One Punch Man en premier, mais si je vois quelque chose de différent après, bah, je pourrais changer, c'est pas très grave. Hop, on va ranger ça. Ah, c'est trop serré là. Au secours. Ah, on revient. Hop. Ah merde, partez vous. Hop. Voilà. Ensuite, auteur suivant, qui est Osada Yuko. Je sais pas si cet auteur a fait d'autres œuvres. Ok, bah merci pour les dates. Effectivement, hein, il y a quasiment un an et demi d'écart, donc ça me va très bien. Merci. C'est où ça? Là. Donc je sais pas si ça fait d'autres œuvres, mais moi je l'aime bien, la seule œuvre qu'elle a fait, qui est donc Kid I Luck, en 3 tomes. Alors, pour une série basée sur l'humour, c'est très peu drôle, mais sans doute parce que là aussi il y a une différence de culture plutôt notable, et traduire des blagues, ah ça perd un peu de charme généralement. Sinon, pour réussir à la garder, faut se baser sur le rythme, les silences, les regards, ça c'est universel, mais dans les mangas ça marche moins bien. Par contre, je trouve cette petite histoire plutôt touchante, parce que c'est un voyou qui veut arrêter d'être un voyou pour faire des blagues et pour redonner le sourire à son ami d'enfance qui a perdu son sourire parce qu'elle s'est fait agresser par un voyou, un truc comme ça, de mémoire. Et bah c'est plutôt très mignon. Il y a quelques clichés un peu relous qui sont là pour forcer le personnage principal à se mettre en question. Alors ça c'est pas un problème hein, qu'ils se remettent en question, mais c'est la façon d'y mener qui m'embête un peu, vu que c'est des classiques en mode on te coince comme ça exprès pour que tu fasses ça, et donc t'as pas le choix. Mais dans l'ensemble, ça marche bien, c'est touchant. Il y a un antagoniste qui est plutôt marquant.
et un beau final qui est assez simple, mais bah, qui est la conclusion d'un petit voyage plutôt sympathique. C'est pas une grande claque, mais je trouve que c'est plutôt mignon à lire. Et finalement, ça fait pas mal de séries en 3 tomes qui sont comme ça pour moi. Qui sont pas des grandes claques, mais que j'apprécie toujours relire parce que ben, elles sont touchantes, mignonnes, qu'elles savent à peu près où elles vont et qu'elles ont à peu près le temps de raconter leur histoire. Certaines ont des fins un peu précipitées, mais ça marche bien. Et donc, oui, au Japon, c'est l'inverse. Moi, le sorti un mois avant. Ok, bah merci pour les recherches, Chips. Voilà. Merci, tu es mon enquêteur personnel maintenant. Mon enquêteur, bien sûr. Mon enquêteur personnel. Ah, maintenant on va parler de R. Kurosawa. Et là, ça va être très rigolo. Alors, j'ai actuellement que le tome 2. Hop, avec un peu d'humidité. Parce que le tome 1 a été emprunté par quelqu'un dans la maison. Alors, je sais qui c'est. Mais récemment, il est venu dans la pièce, il fait Eh, mais c'est ça ton manga pornographique. Il a pris le tome 1, il est parti avec. Bon, c'était il y a 2 semaines. Il a absolument pas lu, donc je me suis moins inquiet, mais ça me fait beaucoup rire comme façon de fonctionner. Et encore une fois, ça vient des colis envoyés par Meian. Et sauf que là, c'est la seule série qui est complète en 2 tomes. Et bravo, non? Bon, vu la série, j'aurais peut-être pas forcément envie. Mais parce que là, les rives rouges de l'adultère, eh bien, je pense que ça marche. Ça porte mal son nom, parce que c'est pas vraiment de l'adultère, vu que aucun des personnages ne sont en couple. Par contre, ils sont de la même famille. Donc les rives rouges de l'inceste, ça serait peut-être un peu mieux. Bon, ça serait peut-être un peu moins vendeur, étant donné que c'est un peu plus illégal. Mais bon. Et sinon, bah, il y a une histoire d'amour mignonne, mais incestueuse. Et il y a du cul, ça c'est bien le cul. Mais incestueux. Mais comment tu veux que je parle de ça? C'est étrange. Bon, au moins ça construit des petits trucs, tu vois, mais c'est pas mon œuvre préférée. Hein. Je vous dirais que je pense pas la relire de sitôt. Et donc, oui, tu t'inquiètes pour moi. Ouais, mon enquêteur. C'est quoi qui fait 6 mois? Entre novembre 2012 et décembre 2012? Je suis presque sûr que non. Hein. Et Mélène qui régale, oui, oui, oui. Je suis bien content. Grâce à ça, j'ai pu avoir 29 tomes. Bon, c'est grâce à mon super travail sur Kingdom. Et puis ouais, c'est à cause de mon non-travail dans une de mes très nombreuses pauses que j'ai plus eu de colis. Ah, 6 mois que personne n'a pris le tome 1. Non, ça c'est pas autant. Ensuite, Saku Reiki Bargain. Avec ça, je l'ai mis par terre, je crois. Là. La virginité passée 30 ans. Souffrance et désir au quotidien. Qui est une œuvre que j'ai découvert quasiment en même temps sur le blog de l'apprenti otaku et sur la chaîne YouTube de Oreillon Manga, je crois. Donc ça m'a donné envie de découvrir. Donc bah, je l'ai découvert. Et oui, moi je suis comme ça, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Euh, des fois, enfin j'essaye. Et bah là c'était bien. Ça faisait quelques temps qu'on a comparé d'œuvres sur lesquelles j'étais un peu plus mitigé, mais là c'était très très bien. On a un vrai plongeon dans la culture japonaise, une culture japonaise très précise évidemment, parce que l'ensemble n'est pas comme ça. Mais on parle de certaines personnes qui ont leur virginité encore très tard, la façon dont ils le vivent, la sorte de cercle vicieux, genre pourquoi est-ce qu'ils sont là-dedans, pourquoi est-ce que ça les coince et pourquoi est-ce qu'ils ont encore moins de chances d'en sortir. C'est pas un drame d'ailleurs, parce que certains personnages présentés là-dedans le vivent très bien, mais ça crée un gros décalage avec la société, avec leurs attentes, avec la vérité, le vrai monde. Et bah c'est 3, 4, 5, 6, 7, au moins 8 portraits euh, crus, on va pas se cacher. En même temps, ça parle de virginité, donc bah c'est forcément lié au sexe. Et ça montre bien les choses, ça montre à quel point certains sont dégueulasses, certains sont détruits, certains le vivent très bien. C'est très complet, il y a plein de visions différentes et c'est très instructif. Franchement, belle lecture. Hop. Non, ça passe pas en hauteur.
Ensuite, Sakurazaka Hiroshi. Euh... tu- 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 tu. C'est où? Mais, ils sont où? Zadora, Black Clover, Yawara, Sharon King. C'est quoi? Moi, Vinland. D'accord. J'ai perdu mes tomes. Mais ils sont où? Mais faut bien que je la trouve si je veux les ranger. Le moment passionnant où je perds mes tomes. Mais je... Ah, ils sont là, putain. C'est bon. C'était terriblement gênant. Voilà, donc Sakurazaka Hiroshi, auteur derrière All You Need Is Kill, qui est dessiné évidemment par Obata. Oui, c'est ça. Dont nous avons parlé à plusieurs reprises. Vu qu'on a parlé des 3 séries de son trio, de son duo. Vu qu'on a parlé aussi de ses dessins sur School Judgment. Et là donc, ben, j'ai pris ça en partie parce que j'ai bien aimé Edge of Tomorrow, qu'on avait pu aller voir grâce à une super victoire au cross du collège. Pas du tout. Enfin, c'est pas un cross, mais un truc de course quand même pareil. On avait gagné une après-midi patinoire. Et cinéma, où j'étais allé voir Edge of Tomorrow. Et aussi, ben, parce que c'est Obata au dessin. Et, et là, c'est encore mieux que le film. Enfin, non pas que le film soit une grande claque cinématographique, mais c'est très sympathique. Et là, c'est encore mieux. En même temps, c'est plus proche de ce que voulait vraiment l'auteur de base. Vu que ben, c'est basé sur son light novel, comme le film, mais là, bah, c'est plus proche au niveau du format et du médium. Et ça marche vachement bien. Parce qu'on a un mec qui revit la même journée en boucle, une journée où ils attaquent des extraterrestres dans des costumes robotiques. Et j'apprécie beaucoup la boucle temporelle, la façon dont il essaye de l'utiliser, de s'en sortir, de se construire à travers ça. C'est une sorte de puzzle avec son propre corps, avec son propre temps, et ça marche plutôt très bien. Et finalement, il y a 2 personnages principaux, vu qu'on finit par plus ou moins découvrir s'attacher à un autre, et leur relation, leur façon d'être ensemble, la façon dont ils évoluent l'un grâce à l'autre et grâce aux boucles, est vachement mieux traitée que dans le film. Et comme la conclusion d'ailleurs, vu qu'elle est terriblement touchante. Non, c'est un voyage très court, mais très intense, et qui fonctionne vachement bien quand même. Belle lecture. Ah, ensuite, si j'ai bien vu tout à l'heure, on s'attaque à un petit morceau. Parce que le prochain auteur, c'est Seguchi Shinobu, qui a donc fait Prisonnier Riku. Euh, Il y a une météorite qui s'est attaquée, qui a détruit Tokyo, donc il y a une grosse séparation entre les pauvres et les riches, avec genre un vrai mur en verre entre les deux. J'en entends beaucoup parler. Oui, c'est normal que tu en entendes beaucoup parler. Parce que c'est pas très connu, mais dès que quelqu'un le découvre, il en parle beaucoup parce que c'est excellent, et donc ça fait une sorte de boucle d'entente. Parce que là, ça, j'ai sans hésiter fait découvrir à mon frère, mais ça, vu que de toute façon il lit tous les mangas que j'achète, il n'y a pas de grosses difficultés. Mais j'ai aussi fait lire à mon père, et passer les 5 premiers tomes qui introduisent juste le monde de la prison, les différents personnages qu'il y a dedans, et les différents acteurs qui serviront tout au long de l'intrigue plus tard, on s'intéresse ensuite, une fois ces 5 tomes passés, à affronter cette prison, à libérer l'humanité qu'il y a dans chacun des personnages, et bah, à avancer dans le plan du petit pour se venger de celui qui l'a envoyé en prison, alors que c'est lui le coupable. Et donc, comme le dos du tome le dit, enfin d'ailleurs la quatrième de couverture le dit, ça parle de science-fiction, avec l'histoire des météorites, avec ces prisons un peu extrêmes, même si je suis pas convaincu que telle prison n'existe pas, s'il y a des... comment on appelle ça? Des politiciens aussi véreux, aussi avides de pouvoir que le grand méchant de la série. Ça parle de baston, parce qu'il y a des belles scènes de bataille, franchement elles sont bien dessinées et elles envoient du pâté. Waouh, j'ai quel âge? Et il y a du social évidemment,
Ah, parce que ben, les combats ne passent pas qu'à travers les points, ou alors il faut que les points parlent et soient remplis d'émotions pour que les combats soient gagnés et pertinents. C'est tellement beau ce que je dis. Et plus on avance, plus on est attaché dans les personnages, plus on ressent le suspense et leur évolution, l'évolution de leur humanité, et ça marche de mieux en mieux. On peut ressentir une certaine peur au niveau du tome 23, là où le dos des volumes et la première couverture changent. Parce qu'on peut se dire que ça va être répétitif, qu'on risque de se perdre dans... Bah pas grand chose en fait finalement, justement, parce que comme beaucoup d'intrigues se sont conclues juste avant, et bah tu te dis, ah, soit il va falloir les relancer, mais ça risque de se rapprocher de ce qu'on a déjà vu avant, soit on va avancer avec plus grand chose, et ça va être plutôt compliqué. Et finalement, au début c'est très bien, ça se répète pas, ça marche superbe, mais ensuite quand il y a moins d'intrigues et que tout commence à se rapprocher, et ben c'est compliqué, genre tout prend un peu plus son temps. Alors, du coup, ce qui est traité vers la fin marche très bien, vu qu'il n'y a que ça qui est traité, mais juste, ben, vers la fin, vaut mieux acheter le tome par tome, je pense, parce que ça fait un peu long. Mais alors, tout d'un coup, ça marche exceptionnellement, et c'est une de mes œuvres préférées, je pense. Prisonnier Riku. Waouh, quel argument final exceptionnel. Oui, il place pour au moins un tome en plus. Et je viens de le voir avec ce tome, si ça vous plaît comme argument, Lucas TV avait vendu ce tome. Il y avait un bandeau avec marqué là, Lucas TV recommande ce tome et cette série. Alors, je vois pas ce qu'il vous faut de plus hein, pour acheter. Hop. Waouh, quelle agilité. Voilà. Ah bah, s'il fallait rajouter un bandeau recommandé par Komorebi, il faudrait rajouter beaucoup de monde sur le bandeau, je pense, vu le nombre de personnes un peu plus pertinentes au niveau public qui en ont parlé avant moi. Je vois bien, genre, sur le tome recommandé par tout internet en fait. Ce serait rigolo. Et l'édition double de Solitaire, ouais, j'ai parlé de ça au tout début de ce live là précisément. Et j'ai dit que j'adore ça. Quelle œuvre de ouf. Et ça me donne encore plus envie de découvrir Fire Force, dont j'ai que le premier tome à côté, mais tu peux pas le voir, je pense, parce qu'il y en a un seul. Vu que bah, je sais que ça arrive à la fin, que je sais que ça a l'air tout aussi bien et tout ça. Je regarde la Riff, la de Riff, putain. Je sais pas lire. Je regardais la rediff. Et bah, c'est très gentil. Fonce. Oui, bah, c'est prévu Fire Force. C'est juste que actuellement, je suis en train de rattraper Dreamland. Et après, bah, je sais pas ce que je vais rattraper, donc on verra bien. Mais voilà, Fire Force fait partie des séries avec le plus de priorité pour l'instant. Et donc, oui, ça peut se donner un coup. En revanche, j'ai pensé à d'autres trucs. Le fait que le dessin soit magnifique, les gros plans sur les personnages, ah, qu'est-ce que j'adore. Et les idées graphiques pour montrer la folie ou la grandeur de mesquinerie des méchants, ah, qu'est-ce que ça marche. Allez, le suivant maintenant c'est Square J, avec Egrégor qui est donc là. Hop, allez. Et Egrégor, cette fois ça ne vient pas d'un envoi de Meian, même si c'est chez Meian, puisque avant de me faire rincer quelques tomes, j'avais acheté tous les tomes de Kingdom, et j'avais acheté ça aussi. Et bah, autant vous dire que je regrette un peu pour cette série, parce que il parle de références à Game of Thrones dans les préfaces des deux premiers volumes, je crois. Et ça se sent, tu vois, il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues, des changements un peu temporels avec des ellipses, tout ça. Sauf qu'il y a un peu tout en même temps. Il y a des personnages qu'on voit pas pendant longtemps, donc on s'attache pas à eux, donc on retient pas leur nom. Et donc quand ils reviennent, et bah, tu sais plus qui c'est, tu sais plus leurs histoires. Et donc c'est un peu chargé,
un peu complexe, et en même temps dans chaque tome t'as l'impression que ça avance pas beaucoup, et ça fait une sorte de mi-chemin entre trop rapide, trop lent, trop développé et pas assez, et c'est très étrange. Sauf que la comparaison avec Game of Thrones ne marche pas, parce que moi dès le premier épisode j'ai été conquis dans Game of Thrones, malgré le nombre de personnages présentés, le nombre de maisons et tout, parce que ça se concentrait sur les plus importants, et celles qui allaient être traitées rapidement. Donc là ça se concentre sur tout, ça montre tout, et ça traite tout au cas par cas, ou alors que précisément certains trucs, et on sait pas qu'est-ce qui va s'attacher, donc on sait pas sur quoi se concentrer, et on rate des informations. Par contre, à relire, je pense que ça pourra faire une œuvre plutôt très grande. Mais c'est ce que je me dis à chaque volume. Genre dès que j'achète, je lis, je fais c'était sympa. Mais à la relecture. Et donc j'attends toujours que ça avance un peu plus vite pour pouvoir relire. Et je pourrais donner mon avis à ce moment-là, mais donc est-ce que c'est malin de recommander quelque chose dont j'attends une relecture? Pas vraiment. Hop. Hop. Ensuite, on a Snail Mad pour Todag. Je n'ai qu'un seul tome cette fois, ce n'est pas parce qu'il y avait une offre promotionnelle ou pas parce qu'on m'a envoyé le tome, c'est parce que j'ai reçu ce tome à mon dernier anniversaire en date. Donc dédicace à Jordan si tu passes par là, même si tu passeras pas par là vu que je vais jamais te donner le lien. Et ben pour l'instant j'ai qu'un seul tome, j'ai pas pris le temps de rattraper non plus. Et bah c'est bien déjà de faire des trucs un peu différents pour moi, parce que c'est de la couleur, je lis jamais en couleur, parce que c'est dans un sens de lecture européen, je lis jamais en sens de lecture européen, parce que c'est pas un manga pur et dur. Mais malheureusement, ce qui change sur la forme, et ben je ressens pas vraiment comme changement dans les trucs scénaristiques du tome 1. Il y a un petit jeu sur le temps, encore une fois, avec deux temporalités si je ne m'abuse, de mémoire, avec des jeux d'expérience dans la magie, dans les ennemis, tout ça, donc ça peut être très sympathique, mais pour l'instant, avec juste un seul tome, je ne peux pas juger, mais je suis pas plus convaincu que ça. C'était sympathique, c'était un bon moment, mais alors là, c'est clairement pas dans ma priorité. Voilà, c'est très rapide si vous avez lu Todag ou si vous avez d'autres exemples du même genre, je suis preneur, mais pour moi, pour l'instant, je peux pas en dire plus. Hop. Ça va être par terre. C'est là. Attention, on va parler du meilleur manga du monde. Les légendaires sagas. C'est parce qu'en fait, je lisais la BD la BD Les légendaires au CDI, au collège, donc il y a une dizaine d'années. Et ben, j'aimais bien ça. Sauf que j'avais jamais pu aller au bout. Donc je me suis dit, quitte à vouloir voir la fin de l'histoire, autant suivre le manga qui arrive en même temps. Et bah en plus, l'auteur a dit que ça permettrait de donner plus de panache à ces scènes d'action et donner plus de profondeur à certains moments en leur offrant plus de pages. Et bah, là, on a 5 volumes qui reprennent les 4 premiers, si je ne m'abuse, avec le début du cinquième. Et pour l'instant, les changements, bien que ma mémoire ne soit pas infaillible et que ça date d'il y a 10 ans, je n'ai pas remarqué trop de changements. C'est plutôt dommage vu que le but c'est de changer. Donc si vous connaissez très bien la BD ou si vous avez préféré le format BD, ça ne va pas vous apporter grand chose, j'ai l'impression. Par contre, moi qui n'avais pas lu ça depuis longtemps, bah, je suis content de retrouver cette petite équipe. C'est pas mirobolant comme manga, vu que bah, c'est pas réfléchi comme ça à la base, mais il y a des personnages moi que je trouve attachants, notamment Griff et Elisio, dans ses premiers volumes, et quelques passages qui sont plutôt impactants. Genre le tome 2, moi je l'aime toujours autant, même si c'est un truc basique de on avance dans un donjon et chaque obstacle élimine un membre de l'équipe. Mais bah, j'aime bien ce que ça propose. Je suis content juste de pouvoir revivre les légendaires. Hop là, bout de chaise. Ensuite, ah, merci pour ta première fois sur le chat, Tommy Sword 45, et salut à toi. Comment t'es tombé sur mon live? Ça m'intéresse. Ensuite, on a Suzuki Nakaba.
Ah, ils sont là. Ah, ça va être super long à déplacer, c'est trop bien. Par hasard. C'est une très bonne raison. Donc oui, bah, Nakawa Suzuki, hein, qui a Seven Deadly Sins. Il y a plein d'autres œuvres, genre Kongo Bancho, qui est sûrement plus disponible en France et qui donc se trouve à des prix exorbitants sur les meilleurs trucs d'occasion. Il y a aussi Blizzard Axel qui parle de patinage artistique. Il y a très prochainement Fortnite of the Apocalypse, donc là, ben, dans 4 jours précisément, qui est la suite directe de Seven Deadly Sins. Et bah, je vais l'acheter volontiers parce que je suis plutôt très très friand de l'œuvre. Je sais même plus comment j'ai tombé dessus. Je crois que je l'avais vu dans une grande surface pendant que les parents faisaient les courses. Ça m'avait intrigué donc j'ai pris le premier tome. Et on l'avait lu pendant un petit voyage, si je ne m'abuse, et j'avais fait waouh, le style graphique est original. Genre, il y a plein de trucs que je retrouve, mais en même temps, les chevaliers et les têtes, ça me surprend. Je n'avais pas suivi direct la suite, donc j'ai pu rattraper pas mal de tomes d'un coup. Je pense peut-être toute la première partie, donc les 13 premiers tomes. Et j'avais trouvé ça très fort. Genre, j'aime beaucoup la construction des premiers arcs. C'est, on va pas se cacher, assez proche de Dragon Ball. La partie Dragon Ball, pas Dragon Ball Z. Malgré, enfin, sauf pour les niveaux de puissance. Et il y a plein de très bonnes idées sur la façon de créer l'équipe et sur la façon de parler des méchants. Mais voilà. Et ensuite, ben, c'est un peu plus aléatoire. Il y a le début de la deuxième partie, que j'apprécie toujours autant, avec plus de violence, plus de puissance chez les ennemis, avec un peu plus aléatoire sur les chemins des personnages, mais ça marche très bien sur moi, jusqu'au volume 30, que je trouve de 1 à 30, franchement je trouve ça excellent. Enfin, 1 à 13 très bon, et 14 à 30 excellent. Et après, je crois que c'est le moment où on arrive vers la guerre et vers ce qui semblait pas trop prévu à la base. Genre, à la base, il y avait 3 parties prévues. Et logiquement, on avait vu genre chevalier, démon, ange. Mais ça a fait chevalier, démon, et encore démon, vu que c'était pas fini de traiter. Et c'était un peu long, c'était un peu répétitif par moment. Je trouve ça toujours très bon parce que les personnages mis en place précédemment bah, marchent bien. Mais ça prend un temps fou. Et malheureusement, bah, c'est pas la partie préférée des gens, la partie de la guerre. Je ne trouve pas ça horrible, mais c'est vachement bien ce qu'il y a eu avant. Heureusement, l'arc épilogue fonctionne plutôt bien et donne envie de lire la suite. Et ce qui arrive bientôt. Plein de tomates décalées. Ça, vous voyez bien rien là. Voilà. Excusez-moi pour ce petit temps caché derrière une étagère. C'est ouf, j'ai envie de me mettre à lire, mais la motivation. Oui, oui. C'est pas toujours simple. Il y a tellement de séries, tellement de trucs qui peuvent nous faire envie, nous donner envie de lire et tout ça, et c'est compliqué de choisir, de se lancer. Je comprends. Ensuite, on a Tabata Yuki. Ah là, je pense que je vais pas me faire des amis, parce que je suis dans le sens contraire des gens. Généralement, ils trouvent la première 10 quinzaine de tomes de Black Clover pas terrible, parce que ça recopie trop les prédécesseurs, notamment Fairy Tail et Naruto que en tête. Mais une fois le tome 15 passé, ça se lance dans les premiers gros arcs, qui sont l'arc des elfes puis l'arc des démons, et les gens trouvent ça très bon. Alors que moi c'est totalement l'inverse. Genre, les deux trois premiers arcs sont sympathiques mais sans plus, et ensuite jusqu'au à l'arc de sélection des chevaliers royaux, je trouve ça très bon.
tous les arcs sont petits, sont bien réfléchis, sont construits suffisamment rapidement avec les personnages mis en avant comme il faut pour que ça soit sympathique à lire. Pas une grande révolution dans les mangas shonen, mais suffisamment attachant pour mettre en avant les membres de Taureau Noir et pour mettre leurs ennemis en avant. Par contre, une fois arrivé à l'arc des elfes, je trouve ça super long pour pas grand chose. Vraiment, pendant 3-4 tomes d'affilée, j'ai l'impression de lire le même tome à chaque fois, tant les personnages des elfes ne racontent pas grand chose. Et une fois arrivé à l'arc des démons, c'est encore plus étrange, parce qu'on a des personnages principaux qui gagnent les combats, puis il y a une ellipse de 6 mois pour qu'ils s'entraînent. Donc qui fait des ellipses de 6 mois déjà, ça n'a aucun sens pour montrer des résultats ou des changements frappants après 6 mois. Et ensuite, ils perdent après l'ellipse. Qui construit les ellipses comme ça et qui choisit 6 mois comme ellipse? C'est original, hein, mais c'est pas une bonne idée. Et bah, pour l'instant, j'attends que ça démarre vraiment à l'arc des démons, parce que, à part quelques combats et des coïncidences sur les liens entre personnages, j'ai pas grand chose à mettre sous la dent. Donc, pour la plupart des gens, l'œuvre fait une grande montée vers la réussite. Pour moi, ça fait une grande montée, puis sur les deux derniers arcs. Voilà. Ah, ça fait pas mal d'œuvres longues traitées en plus, ça fait du bien. Ensuite, on va parler de Takagi Nanaiko. Takagi Nanaiko. Ça doit être là-dedans. Eh ben, c'est pas là-dedans. Là. Alors, pour changer, c'est encore un manga qui m'a été envoyé dans les 2 colis, gentiment envoyé par Meian. Il y a bientôt 2 ans, je crois. Et encore une fois, c'est une série qui est en attente de rattrapage depuis que j'ai cet homme. Ça parle de l'invasion de l'île de Tsushima par les Mongols, si je m'abuse, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez Ghost of Tsushima, et c'est le même contexte, si ce n'est qu'il n'y a pas de Ghost. Et on suit donc l'histoire de ce personnage qui essaie de défendre l'île de l'invasion. Et c'est plutôt bien, on a les bonnes stratégies de bataille, on a un bon contexte historique, on a le côté île qui offre un contexte et des façons de combattre plus originales que d'habitude. On a des grands généraux qui marchent bien, que ce soit par leur violence, par leur confrontation avec les ennemis, ou par leur charisme et leur façon de parler. Et pourtant, je trouve que Balzar est plus pertinent parce qu'il y a plus de diversité de propositions. Là, ça va durer que 10 tomes et je suis même pas sûr qu'on va pas se répéter d'ici la fin. Alors que Balzar, c'est pas fini, il y a déjà au moins 10 tomes et ça a l'air de partir plutôt bien. Donc c'est une bonne lecture, mais je crois qu'il y a une suite. Et ce qui est étrange, attendez, je vais vérifier ça pour pas dire de bêtises, mais faire une suite à un manga historique sur une attaque en particulier, c'est bizarre. Engole-moi. Waouh, j'écris super mal. Ah, je suis plus à l'aise. Il y avait quelqu'un de la maison qui était rentré et qui était resté un petit peu là, ça me gênait un petit peu car je suis très timide. Engole-moi. Ah, voilà, il y a une suite. Engole-moi, Genko Kazenki Akata Hen, qui est en 3 tomes mais que au Japon. Je sais pas ce que c'est ni ce que ça fait là, mais c'est bizarre du coup d'avoir une suite à un manga historique. D'autant plus si c'est pour faire que 3 tomes. Par exemple, ces livres, tu sais combien de temps t'as pris pour les lire? Généralement, les mangas, je mets
une quarantaine de minutes, je pense. Enfin, ça dépend, quand il y a beaucoup d'actions, je mets. Il y en a, ça m'est arrivé de mettre 10 minutes grand max, parce que vraiment, quand c'est que de l'action, moi je me désintéresse vite et ça passe à la trappe. Mais quand c'est bien rempli niveau écriture, ça prend, ouais, 30-40 minutes, je dirais. Sauf les gros volumes, ça c'est super long par contre à lire. Quand il y a des volumes doubles et des volumes bien remplis. Mais après, c'est vrai, je lis des romans l'été généralement, parce que l'été j'ai pas mal de temps, vu que j'ai profite encore des grandes vacances scolaires. Sauf cette année, ben, c'est la première année où je peux en profiter. Et donc ça me servait pour lire des romans, c'était bien. Hop, engole-moi, c'est fini. Ensuite, Takahashi Keitaro. Ça. Encore et toujours mon sempiternel speech sur les mangas envoyés par Meian. Et encore une fois, j'ai 5 volumes. Donc c'est dû faire 3 dans le premier colis et 2 dans le deuxième. Et donc on a une sorte d'organisation, euh, une milice privée, avec donc des vendeurs d'armes. Et le personnage est un enfant soldat qui ressent une aversion envers les armes. Donc on a un truc plutôt rigolo sur le fait que le personnage principal ait des compétences très développées, mais qui déteste les armes, mais qui sont dans un environnement rempli d'armes, et qui doivent faire avec cette équipe haute en couleur, qui pense qu'à se battre, qui a plein de plans pour vendre des armes ou pour arrêter les trafics ou tout ça, parce que finalement ils ont bon cœur au final. Un pacifiste. Ouais, bien sûr c'est un pacifiste. C'est un enfant soldat qui a une aversion vers les armes, donc... Bon, après il a pas vraiment le choix parce qu'il est utilisé au sein de son organisation, parce qu'il en a besoin pour... Ah si, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, donc j'essaie de broder au fur et à mesure et tout revient. Je crois, bah finalement, ça lui sert. Parce que ils sont vendeurs d'armes, donc ils vendent à des gens qui utilisent mal les armes. Donc bah il les suit, il les aide pour démanteler les armes plus loin. Sauf que c'est vers la fin, je pense que ça prendra plus de sens, vu qu'il va devoir se séparer de ces gens qui sont contre son plan, mais qui lui servent pour l'atteindre pour l'instant. Et en plus, bah, c'est sympathique parce qu'à chaque volume, on apprend un peu plus sur un des membres de l'équipe. Et souvent, bah, il est sur le dos du tome. Et ça marche bien. En plus, c'est pas très long, je crois. Mais encore une fois, eh ben, il y a plein de qualités, mais c'est jamais exceptionnel les mangas que Mayan m'a envoyé. C'est pour ça aussi que je crois que je mettais très longtemps à sortir mes critiques, et c'est pour ça que bah, finalement, bah, j'ai jamais eu de troisième colis. Ils ont qu'à m'envoyer des bons mangas aussi. Et oui, genre, j'ai reçu des mangas gratuitement et je trouve le moyen de me plaindre. Quel enfant gâté. Ah, un auteur que j'aime bien, et dont les volumes sortent très lentement, avec Takaki Tsuyoshi. Alors, il faut récupérer ça, il faut récupérer ça, et il faut récupérer ça. Alors, j'avais découvert cet auteur grâce au Weekly Shonen Jump, vu que Black Torch avait commencé sa parution dedans. Au bout de un ou deux tomes, peut-être, je ne sais plus exactement, la sortie a été décalée sur le Jump Plus, je crois, parce que ben, c'était pas assez vendeur apparemment. Et en fait, c'est un shonen d'action, euh, plutôt basé sur la forme, puisque c'est un groupe d'exorcistes et des démons. Ça s'appelle pas du tout comme ça, mais c'est le principe. Ouais, c'est bien les démons, les monstres. Des mononoke pour être précis, mais c'est des démons. Voilà. Et on a en fait une relecture des mythes des ninjas, vu que c'est des ninjas dans le monde moderne. Et c'est plutôt sympathique. Et par contre, la façon de montrer l'action, les quelques personnages principaux, parce qu'ils sont trois dans le groupe de base, et il y a un grand méchant, et on pourrait, c'est. Ah, il y a un second méchant. Et je crois que c'est à peu près tout niveau personnage. 5 personnages pour 5 tomes, ça marche plutôt bien. Heureusement que c'est pas plus. Parce que c'est foutrement efficace dans la façon dont l'action est montrée, dans la façon dont l'action est très claire. Les personnages sont relativement attachants. Et la fin marche très bien. C'est. Alors,
oui, ça ressemble beaucoup à Jujutsu Kaisen et Demon Slayer, mais ça a commencé avant. Je dis ça sans conviction, mais Black Clover. Pas du tout ça que je voulais regarder, qu'est-ce que je raconte? Black Torch. Ça commence par Black, j'ai fait l'erreur plusieurs fois, ça m'étonne pas. Black Torch, ça date de 2016. Ouais, pas sûr que ce soit beaucoup avant. Ouais, mais là il y a un truc en plus qui est très différent. C'est que le personnage principal, au tout début, risque de mourir et est obligé de fusionner avec un Mononoke qui est surpuissant, mais qui est renié par les autres. Eh, rien à voir avec Jujutsu Kaisen, hein. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que même si la série a été terminée un peu plus rapidement, vu qu'il a dû conclure le premier grand arc, ça il le fait bien, mais il laisse plein de petites intrigues sur le bord de la route. Par contre, non, je pardonnerai jamais ton ignorance. Que tu sois une personne horrible au niveau du caractère, que tu traites mal les gens, ça, ok, largement, mais l'ignorance, ça, je peux pas. Je raconte n'importe quoi. Oui, donc, à la fin du 5ème volume, on conclut la première grosse intrigue, et on laisse de côté toutes les intrigues secondaires, en soi, quasiment. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il explique qu'il aurait voulu faire un deuxième arc, avec un gros deuxième fil rouge, et que là-dedans, on aurait eu un retour des intrigues secondaires qui ont été laissées sur le bord de la route et qui ont été traitées au fur et à mesure. Et vraiment, ça donne envie de lire cet arc, vraiment à peu de choses près, j'aurais bien voulu lire ça en fait. Avec le premier tome de la série suivante dont on va parler, il y avait Freaks, qui est un one-shot de quelques pages, je crois. C'est très précis, hein. De quelques pages, je crois. Évidemment que c'est quelques pages. Je sais pas le nombre de pages. Et donc ça se retrouve pas dans le commerce, mais voilà, donc une fois de plus c'est pratique pour découvrir plus sur l'auteur, sur ses manies, sur ses envies, sur ce qu'il veut raconter. On a un duo principal entre un frère et une sœur. Le frère a une forme inhumaine au possible, mais un côté humain, alors que la sœur est parfaitement humaine visuellement, mais dans sa façon de traiter les gens et dans sa façon de se battre, c'est un peu moins humain. Et finalement, bah, les deux sont complètement délaissés, pas pour les mêmes raisons, le vivent très différemment, doivent se libérer de manière différente, et bah, c'est une histoire très courte qui se tient. Genre, j'aime bien à quel point c'est plutôt classique, mais qui montre parfaitement l'action en traitant à chaque fois de la différence entre bah, humain et monstre, ou alors entre humain et robot, comme Earthgear le montre actuellement. Souci, c'est que ça a commencé en octobre 2019 et qu'il n'y a que 3 tomes. Le rythme de parution est terrible, donc pour suivre, c'est compliqué. Alors que bah, ça marche très bien. Le personnage principal est une petite fille, la seule humaine aux alentours, et elle découvre le monde parce que bah, elle a toujours vécu protégée par un robot qui tenait à elle. Et on a un robot qui est une machine à tuer, mais qui va apprendre l'humanité grâce à elle. Donc les deux s'entraînent dans un grand voyage. On découvre d'autres petits robots avec chacun leurs histoires, leurs rêves, leur façon de vivre, et que ça, on a une grande galerie de réflexions sur la robotique et sur ce qui fait la différence entre humain et robot. Et je pense qu'on peut avoir une aventure épique, mais je suis pas sûr qu'avec ce rythme de parution là, ça arrive à tenir dans la longueur du coup. Et ça me rend plutôt triste. Parce que c'est un auteur que j'apprécie plutôt pas mal. Alors, hop, Black Clover. Putain, Black Torch. Torch, Freaks et un bien. Hop. Auteur suivant. Ah, un autre auteur dont j'ai 2 séries. Et vu qu'il a fait 2 séries, bah j'ai tout ce qu'il a fait. Et c'est rare, les auteurs dont je possède tout leur travail. Takeda Kazuyoshi. Ça, c'est ça. Il a fait Mon concert couillon, que j'ai acheté d'occasion courant janvier et que j'ai pas encore lu, et qui mon frère n'a pas encore lu non plus. Parce qu'en même temps, j'ai acheté d'occasion Neuro le Mange Mystère, 14 tomes, et bah, Mon concert couillon. Et pour l'instant, bah, il a lu 8 tomes, je crois, de Neuro.
Donc bah, j'attends qu'il lise de toute façon pour pouvoir les lire moi, parce que sinon c'est trop compliqué à niveau gestion. Mais par contre il a fait Peleliu, que j'ai commencé grâce à l'offre de Vega, avec les tomes à 3€, quelque chose comme ça. Il y avait 3 premiers tomes à 3€, je suppose, comme pas mal de séries. Et ça faisait partie avec le bateau de Thésée et Ultramarine Aquarium Magmel. Je crois que j'ai oublié un mot. Ça arrive parce que c'est pas du tout ça, c'est Deep Sea Aquarium Magmel. Quel débile. Et ben, de mes séries préférées, que j'ai rattrapé avec grand plaisir et plutôt rapidement. Parce que Peleliu, c'est un manga historique sur la guerre du Pacifique, sur l'île de Peleliu. Bien joué, vous suivez. Et ça brasse vraiment de toutes les choses de la guerre. Donc le désertage, ça se dit comme ça, la désertion, le fait de déserter, sur le fait de perdre ses êtres chers, la brutalité de la guerre, le non-sens de la guerre, le fait de garder les traces grâce à certaines personnes qui sont pas là pour se battre mais pour noter ce que les gens font, sur la survie, sur le fait de se cacher, sur ce qu'est le vrai courage, et plein de choses, le tout avec un trait tout rond et tout rondouillard, tout mignon, ce qui fait un décalage plutôt intéressant et ce qui rend la brutalité moins brutale et permet de montrer plus de choses finalement. Donc c'est un très joli trait et j'ai hâte de voir ce trait utilisé pour parler d'une histoire personnelle qui touche à son cancer. Donc je pense que c'est un auteur très important. Enfin, important peut-être pas, mais intéressant au moins. Hop. Hop là, maintenant, Takei Hiroyuki, dont je possède 3 œuvres différentes, qui sont Shaman King et Shaman King. C'est des œuvres très différentes. Et ne vous fiez pas au fait que je dis les mêmes noms, c'est vraiment des œuvres totalement différentes. Voilà, qu'est-ce que je suis drôle putain. Et donc bah j'ai découvert Shaman King avec cette nouvelle édition récente, là, la Star Edition. C'est d'ailleurs la deuxième lecture commune que j'ai faite, la première étant sur The Catastrophic Quintuplet, et c'est la dernière que j'ai faite aussi. Donc ça remonte à quelques temps, la dernière fois j'ai fait un truc commun sur internet. Mais ça fait longtemps aussi que je me fais de gros trucs, donc c'est plutôt logique. Et j'aimais beaucoup au début, parce que ça traitait d'histoires personnelles, de fantômes, qui avaient tout un fond sympathique. Ça permettait pas de faire des grandes lignes directrices ou de grandement avancer les personnages, mais on avait plein de petites histoires de fantômes sur les regrets, sur encore une fois la vie, les rêves, sur plein de choses qui marchent très bien. Ensuite, on a mis en place l'équipe principale en traitant leurs fantômes à eux, ce qui est une très bonne façon de le dire, parce que c'est pas des fantômes comme on avait vu avant, des gens morts, leurs fantômes, le poids qu'ils portent sur leurs épaules. C'est malin parce que c'est le même mot. Les fantômes. Et ensuite, on a lancé le Shaman Fight, qui est un tournoi de shaman, et là, c'est devenu long et un peu moins intéressant, parce que l'équipe des personnages principaux est toujours là, marche très bien, continue d'évoluer, mais alors le reste autour, ça traîne la patte. Hein. On a moins de propos sur ce qu'est un shaman, sur ce que représente le shaman fight, et plus de combats longs. C'est réfléchi un peu, il y a des pouvoirs intéressants et nouveaux à chaque fois, mais c'est long. Heureusement, il nous reste 4 tomes avant de pouvoir découvrir le tome final que j'ai depuis le tout début, mais que le tome 1 était vendu en même temps que le tome 17. Voilà. Et après, je pourrais découvrir les suites, que sont The Superstar, et tout, ça c'est Flowers, et The Superstar. Je sais pas du tout de quoi parlent les deux, je sais pas du tout si je vais apprécier, mais je les ai achetés, vu que ça sortait en même temps que l'édition normale. On verra bien. Et pour l'instant, je pense pas que ça va beaucoup me plaire, vu que Shaman King, pas tenu sur la longueur pour l'instant, à part si les 5 derniers tomes sont excellents. Ah, ça va être compliqué. Mais c'était important de découvrir un manga qui a apporté pas mal, je pense, aux œuvres avec des fantômes et des pouvoirs dans ce genre-là. Hop.
encore un volume qui s'éclate par terre. Ah bah excusez-moi, c'est moins intéressant pour vous maintenant là quand je range. Mais c'est complètement derrière un lit. Ouais, même pour moi, c'est pas très pratique. Hop. Ensuite. Ah, on approche de la fin. Hein. Tanabe Yellow. Avec Birdman. Vous me voyez venir. J'ai eu 2 tomes. C'est parce que Vega a fait une offre avec tome à 3€. Mais comme ce n'est ni Peleliu, ni Bateau de Thésée, ni Caragua, ni Deep Sea comme Magmel, c'est bon, ça revient. Et ben, c'est sympathique, hein. Ça a un peu de notion de super-héros, d'héroïsme, de travail en équipe, de apprentissage avec les nouveaux pouvoirs, le fait de voler, tout ça. Mais sur 2 tomes, ça m'a pas donné envie d'aller plus loin. Enfin, si, j'irai avec plaisir plus loin, je pense, mais ça m'a pas donné envie d'aller rapidement plus loin. Ah, c'est ça qui manquait dans ma phrase pour qu'elle soit juste. Et je vous avouerai que donc là, longtemps après la lecture de ces 2 tomes, je retiens pas grand chose, et il n'y a pas grand chose qui me donne envie de lire pour l'instant. Donc bah on verra avec le temps, on verra quand je reprendrai vraiment, mais j'ai ça dans ma collection qui attend. Voilà, ça vous intéresse, ou si vous l'avez eu, dites-moi plus. M'en plus. Euh... Ça, c'est là. Comment ça sort? Je fais des excellentes blagues déjà, je te permets pas. Et en plus, si je le sens, le son va pas être terrible. Hein. C'est bon, on arrête les blagues, j'ai compris. Donc là, ça ferait plaisir à Rapplemot si j'étais là. Putain. Ça faisait plaisir à Rapplemot s'il était là, vu que Tokyo Shinobi Squad est une œuvre qu'il aime grandement, de mémoire. Bah, c'est une série du Weekly Shonen Jump qui a été arrêtée prématurément. On a une brigade de ninjas qui fait des petites missions de ninja dans un monde contemporain, limite futuriste. Et bah, il y a des petits pouvoirs, c'est sympathique, ça casse pas trop patin à un canard. Les missions sont mignonnettes. Les ennemis. Bah, c'est pas marquant. En même temps, c'est le début d'une série, donc ça n'a pas besoin d'être marquant dès le début. Faut que ça mette en place l'univers, les personnages gentils, méchants, les forces en pouvoir, une balance, tu vois, et tout ça. Sauf que finalement, dans cette œuvre-là, vu que c'est fini plus tôt, on a que ça. Et c'est pas une œuvre de juste mettre en place des trucs. Alors c'est dommage, hein, c'est une introduction qui pourrait marcher, mais c'est juste une introduction. Même s'il y a quelques moments de bravoure sur lesquels je crache pas, parce qu'ils sont plutôt bien faits. Donc c'est dommage. Pas un grand dommage, on a perdu une énorme œuvre, mais un petit peu dommage. Aïe. Hop. Hop. Nouveau one-shot découvert à peu près de la même façon que 30 ans. Et toujours plutôt, ça c'est un film, ça n'a rien à voir avec le manga. Ah oui, la virginité passée 30 ans. Comment je fais pour confondre les deux? Enfin, c'est les mêmes mots plus ou moins, mais ça n'a rien à voir. Et c'est plutôt intéressant de ce travail de Yoichi Tanazono, et compliqué la prononciation, qui parle de sa façon dont il a rencontré le mangakaïsme, le monde du manga. C'était plutôt très jeune, évidemment, parce que c'est comme ça qu'on se crée nos chemins de croix la plupart du temps. Et ça montre que qu'il n'était pas lié forcément aux études, il y a plein de choses traitées dedans, vu que c'est autobiographique, semi-autobiographique selon l'ère du tome. Et donc ça parle de la société, parce que ben on a un poids important sur les épaules, on n'en rentre pas à l'école. Et aussi ben, du fait que ces dessins peuvent lui permettre de se libérer lui, lui permettre d'apporter aux autres pour mieux comprendre, pour comprendre ses choix. Donc c'est plutôt sympathique. Il y a l'éducation, forcément, vu que ça revient à l'école. On a un petit peu du monde du quotidien. Et c'est plutôt touchant parce que ça parle bah, du fait d'être lié aux auteurs qui nous précèdent, à notre passion pour eux. Et il y a plein de choses qui sont très touchantes quand tu lis beaucoup de mangas. En soi, vu que c'est un manga lié au monde du manga en lui-même, ça me fait penser à Bakuman.
Ça n'a rien à voir, hein, parce que c'est pas du tout les mêmes raisons, les mêmes explications, les mêmes enjeux, la même vision de l'écriture, mais c'est aussi intéressant sur le traitement du monde du manga. Mais là, c'est pas par le biais des maisons d'édition et des mangas en eux-mêmes, mais par le biais des auteurs, de ce que ça leur permet de se libérer, de leur façon de vivre différemment, de leur amour pour d'autres auteurs. Et c'est franchement une belle lecture. Là, on va passer à un super auteur, vraiment, trop hâte d'en parler. Aïe, aïe. Je me cogne partout, alors qu'il y a deux meubles dans la pièce. Donc maintenant, c'est Tonogai Yoshiki. Je sais même plus l'ordre de ses œuvres. Trop fun. Tonogai Yoshiki. J'ai presque la totale, il manque juste Secret et pas Cigarette. Et j'aurai tous ses œuvres. Donc c'est Dort, Judge, Secret qui me manque, et Dead Company. Alors, ça c'est pas très bien, ça c'est pas très bien, et ça c'est pas très bien. Alors, auteur suivant s'il vous plaît. Alors non, c'est ce que j'aimerais dire, mais c'est pas très sympa. Mais bah, c'est ce que je ressens. Parce qu'en plus, c'est plus ou moins la même base à chaque fois. Un groupe de gens avec des masques, ils doivent... ils doivent faire des trucs. Je me souviens même plus lequel c'est ça. Essayer de survivre. Il y a des effets de suspense, ça marche plutôt pas mal les idées de suspense, la façon dont l'enquête avance. Mais une fois qu'on a quelques éléments de réponse, ça devient juste violent pour être violent et un peu stupide sur les bords. Et c'est pas forcément ma came. Genre il y a des bonnes idées mais ça se perd très vite et c'est bien dommage. Après Judge a le même souci. Il y a un peu plus de différenciation au niveau des personnages, vu qu'ils ont des rôles différents. Et qui se jugent les uns les autres, d'où le nom de l'œuvre. Judge, juger, c'est de l'anglais. English please. Et bah là encore, hein, ça peut être sympathique et mignon pour se faire peur quand on est adolescent, mais ça va pas beaucoup plus loin sur l'écriture du manga quoi. Il n'y a pas de vraie réflexion derrière, quand ça veut apporter des solutions c'est très vite n'importe quoi, et ça tient pas une seconde le scénario. Heureusement après tout ça il y a Dead Company qui va expliquer, c'est encore pire que tout. Genre en fait, ces jeux mortels, ça devient le business d'une entreprise, on suit un mec qui rentre dans l'entreprise, et c'est tout. Genre, bah, il découvre ce qui se passe dedans, il veut aider quelqu'un qui est dans un des jeux, il est coincé un peu dans tous les sens et ça passe mal. Genre, évidemment, tu t'attendais à quoi d'autre? Genre, en fait, t'as des pitchs intéressants, tu te dis, une seconde de réflexion, tu te dis, ah, il va se passer ça, c'est exactement ce qui se passe. Ou alors que c'est pas ça, c'est juste n'importe quoi. Donc, c'est très étrange comme façon d'écrire. Ça marche par moments avec un peu de réflexion, un peu de suspense et quelques bonnes idées. Mais alors, qu'est-ce que c'est compliqué à être vraiment dedans? Doute. Maintenant c'était Judge. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis complètement con. Gros malin que je suis. J'ai rangé Doute, tome 1 et tome 2 et 3 de Dead Company. Et c'est tout. C'est pas cette très logique. Là. Tsutsui Tetsuya qui a fait pas mal d'œuvres, donc j'aimerais beaucoup découvrir plus ce travail, notamment la suite de Prophecy, parce que Prophecy est plutôt sympathique. J'avais entendu parler de l'œuvre, j'avais voulu l'acheter d'occasion, c'est pour ça que le dos des tomes a une couleur plutôt étrange. Et j'aime bien. On a une intrigue policière sur un mec qui utilise le monde virtuel, les réseaux sociaux et ben, le pouvoir que ça a en 2012. Donc c'est un peu daté et un peu réact pour pas grand chose des fois. Mais c'est quand même très pertinent parce que ça marche toujours dans le monde d'aujourd'hui. Ça parle du monde du travail, ça parle de l'horreur du monde japonais du travail, donc je viens de le dire ça.
t'as une enquête policière, tu suis autant la police que Paperboy, qui est donc en soi le personnage principal, qui n'est jamais montré comme bon ou mauvais, et qu'on suit en même temps la police qui compense, et on sait pas quel camp suivre, étant donné qu'on suit les deux, comme je viens de dire plusieurs fois. Et bah ça questionne beaucoup entre le fait de devoir choisir entre les deux camps, entre les plans de un qui ont un vrai propos de fond et le plan de l'autre qui sont là juste bah faut arrêter ces bêtises et c'est tout. Et finalement, même en découvrant l'histoire de Monsieur sous le masque de Paperboy, ah c'est bien touchant et on a plus envie de le soutenir encore plus et ça a une belle fin. Franchement, petite intrigue policière 3 tomes, nickel. Et décidément, moi les trucs en 3 tomes, j'aime bien. Hop, on va allumer une jolie lumière artificielle qui va bien gâcher la luminosité. En même temps, il commence à faire nuit dehors. Allez, on est presque à la fin. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 auteurs. Posez par terre. Là. Ça. 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 Urasawa Naoki, qui a fait des œuvres de ouf comme Master Keaton, Billy Bat, Pluto, Monster. Et donc on va parler d'aucun de ceux-là, parce que je n'ai aucun de ceux-là. Car bah, je me suis pas intéressé si tard que ça, je savais que ça existait tout ça, mais j'ai commencé à en acheter et en profiter plutôt tard par contre. Et donc j'ai fait cacher les séries qui sortaient depuis que j'achète. C'est pour ça que dedans bah, il y a Hatchoum, je crois qu'on va commencer par ça, ou pas. Ah non, Hatchoum c'est récent, autant pour moi. On va commencer par Yawara. Ben malheureusement c'est à tes souhaits. Et genre, c'est moi qui dois sortir. Tu me dis à tes souhaits quand je parle de Hatchoum, et c'est moi qui dois sortir. L'hôpital, la charité, la poutre, l'œil, Eric, Ramsey. Et le GOAT. Oui, oui, bah niveau thriller, suspense, écriture sur le long terme des personnages, oui, bah il gère plutôt pas mal. Donc là, bah, j'ai Yawara, qui est sa deuxième œuvre, si je vais pas oublier ce que je viens de voir il y a une seconde. Ouais, mais la première en tant que scénariste. Et ben, on sent que c'est une première parce que ça tâtonne un peu quand même. C'est une œuvre sur le judo, donc bah, il y a un personnage qui est super fort, sauf qu'il en a aucune envie. Donc il y a un mélange de manga de sport, de manga d'humour et de manga d'amour. Et les différents personnages sont pas dans les trois, ils sont chacun dans celui qu'ils veulent, ils décident de ce qui leur fait le plus plaisir. Et des fois, bah, certains sont poussés de force vers l'autre partie du manga et c'est plutôt rigolo à voir. Sauf que là, on a 7 gros volumes comme ça, et ben, hormis les combats qui deviennent un peu plus impressionnants, les combats de judo, les matchs de judo qui deviennent un peu plus impressionnants car avec plus d'enjeux, pour le reste, ça se répète un peu ou c'est un peu lent. Et je suis pas sûr que 20 gros volumes comme ça tienne la longueur. Hein. Alors, c'est certainement pas mal écrit, mais je pense que c'est un peu long parce que ça a raconté pour l'instant. À voir plus tard. Ensuite, il y en a plein que j'ai pas eu là-dedans. Et donc, ensuite, c'est Asadora, que je trouve asadorable, qui est un manga qui commence aux Jeux Olympiques 2020, donc ce qui donc n'existe absolument pas, car les Jeux Olympiques 2020 est une très bon Asadora, oui, est une hallucination collective. Alors du coup, ça brise entièrement l'animation de tout le tome. Non, on s'en fout. Parce que c'est effectivement très bon, comme dit Monsieur Dr. Chips. On a pas mal d'intrigues en même temps, avec des petits sauts dans le temps bien placés, je sais pas, mais des sauts dans le temps qui permettent d'offrir une vision bien globale au mystère et à l'évolution des personnages. On a de la catastrophe, on a un gros monstre mystérieux, on a plein de chemins différents, avec du pilotage, un sportif qui va au JO. Est-ce que c'est une obsession les JO avec lui? On a un vieux pilote qui a des choses à se faire pardonner. C'est là-dedans, ouais. On a des filles qui veulent entrer dans le showbiz. Et plein de chemins différents. Je me demande où ça va aller. Des scientifiques aussi. Alors, pour l'instant, en 4 volumes, je crois. 5. On n'a pas avancé beaucoup sur les volumes, sur les mystères, mais on a bien avancé sur mon amour pour les personnages, et c'est déjà une belle réussite.
Non, franchement, Urasawa, il sait écrire. Et après, il y a Hachum, un Mesue, c'est Dr. Chips, qui est un recueil d'histoires courtes, qui permet de montrer ses obsessions, de montrer ses envies, qu'il n'a pas le droit de développer sur des histoires longues, genre des trucs avec des animaux, des trucs musicaux, des histoires qu'il a lui-même vécues, plein de choses. Et ben, comme c'est pour lui, par lui, et c'est ses obsessions restantes en dehors de toutes les œuvres qu'il a fait, et ben, je suis étonnamment resté un peu en dehors de l'histoire. En même temps, c'est la première œuvre de lui que j'ai lue après avoir testé Monster très rapidement, il y a très longtemps. Donc, c'est pas simple, je pense, de commencer avec ça, parce qu'il est bien dur. Alors, est-ce que c'est uniquement à cause de ça que j'ai pas accroché, ou est-ce que c'est parce que c'est pas très bon? Ah, je ne sais pas. On verra plus tard quand je relirai, quand on aura plus avancé dans Urasawa. Mais je suis content d'avoir quelques œuvres de lui dans la Mangatech, et j'espère en avoir plus prochainement. Hop. Elle prend un temps fou cette d'ailleurs. Ah. Vous voyez dans quelle étagère, à cause de cette étagère qui prend longtemps à se ranger. Maintenant, Tony Valente. Valente. Tony le français. Donc c'est Radiante, son œuvre. C'est donc un manga français. Le rythme de parution est donc un peu plus lent, donc c'est un peu plus compliqué à suivre quand il fait des arcs bien chargés. Ce qui est le cas actuellement. Il est pas mauvais, il est juste très chargé. Et avec un rythme lent, c'est plus compliqué. C'est penser à toi, Dick Grayman. Parce que finalement, ça utilise les codes classiques des shonen, et ça met une patte française bien à elle. Parce que franchement, il y a des passages, il y a un personnage qui est clairement Smoker dans One Piece. Il y a des façons de dessiner ou de faire évoluer les personnages et les affrontements qui fait grandement penser à One Piece à chaque fois. Mais la touche française en plus apporte beaucoup. Et une fois qu'on a fait les deux premiers arcs, un petit peu pour mettre en place les personnages et tout ça, la patte se ressent plus, la personnalité se ressent plus, et ça marche beaucoup sur les deux arcs un peu plus longs qui commencent au tome 5. Attends, parce que depuis le tome 5, on a fait deux arcs. Mais ça fait 11 tomes. Et encore, il n'est pas du tout fini l'arc actuel. C'est bien trop long. Parce que plus j'avance dans ma lecture, dans mes lectures, moins je suis convaincu par les arcs particulièrement longs. Ça permet d'avoir plein de choses et de mettre plein de trucs dedans, mais est-ce qu'une soupe avec 1000 ingrédients, c'est meilleur qu'une soupe avec 3 ingrédients bien choisis, bien préparés et logiquement réfléchis pour être ensemble? Ah, je suis pas sûr. Mais voilà, c'est une patte bien personnelle et qui me parle assez souvent plus que certains trucs japonais, même si j'ai fini par grandement m'habituer à vivre avec. J'aime bien. Yes. Hop. Ensuite, il y a une œuvre que je découvre depuis peu de temps avec Yabako Sandrovich, dont une nouvelle œuvre sort fin mars, si je ne m'abuse, qui s'appelle Dunbell que l'on peut tous soulever. Et nous, on va parler de Kengan Ashura. Si vous avez bien suivi mon parcours de lecteur, je ne suis pas le plus grand fan du monde des combats, des affrontements, car souvent c'est ce que je saute. Moi je lis l'univers, je lis les personnages, je lis la façon dont ils évoluent, dont ils grandissent, dont ils interagissent. Alors, une œuvre entière basée sur des combats entre champions pour que les entreprises puissent réussir des paris, réussir des ventes ou des achats, je pensais pas vraiment que ça allait me plaire. Mais comme il y avait un de Meian, je me suis dit, bon, allez, on va tenter, et puis c'est comme ça, moi je ne sortirai pas dans mon budget manga et ça me fera des mangas en plus. Et tous les combats sont pas excellents,
Mais alors, quand c'est des personnages qui sont bien traités, bien expliqués, qu'il y a une vraie confrontation entre leurs deux styles de combat, ou le fait qu'ils soient tous les deux pas humains, mais pour des raisons différentes, quand il y a des vraies idées de confrontation, de pouvoir, d'idéaux, de méthode, ça marche bien. Ah, les combats ils sont violents comme il faut, alors que l'impro de fond ça marche bien mieux, mais même les combats un peu moins intéressants marchent, sauf s'ils sont trop longs, ce qui arrive parfois. Mais dans l'ensemble, pour un manga de combat, basé uniquement sur le combat, j'ai rien à reprocher. Hein. Et donc là, je peux pas dire que c'est pas un manga qui marque ou quoi que ce soit, parce que forcément, c'est pas du tout le but. Mais voilà, ça a choisi de faire un seul truc, les combats, et ça le fait bien. Que les défaites, c'est bien montré pourquoi, c'est bien touchant comme il faut, nickel. Si vous voulez la baston pure et dure, vous avez votre homme. Ah, Yamaguchi Takeyuki, qui a sans doute fait l'œuvre que j'aime le moins de la Mangatech. Ah, j'ai sauté une œuvre il y a 40 milliards d'heures. Et bon, on fera ça à la fin, et tant pis, hein, je redécalerai tout après. Ah, j'en ai marre. C'est une œuvre qui se cale entre Prisonnier Riku et Egregor. Soit là. C'est-à-dire qu'il y a une, deux, trois, quatre, quasiment 5 rangées de manga derrière qu'il va falloir décaler. Super. Bref, je reviendrai dessus après. Donc oui, l'œuvre que je disais que j'aime le moins, Les 7 ninjas des fous, qui fait partie aussi des 2 colis envoyés par Meian, et qui là ne sera vraiment pas dans ma liste de priorité pour les rattrapages, pour même à toute fin de la liste. C'est bon que je n'aurai rien d'autre à rattraper, je vais rattraper ça, mais c'est pas du tout pressé. Parce que on est à Ifu, on est au Japon en 1615, on va parler ça que ça parce que les fous je suis pas sûr de ce que c'est. Tiens, avant de faire le fou, on va vérifier. C'est une chaudière. Putain. Je sais pas, je sais pas plus ce que c'est ce que est fou. Parce qu'en fait, ça nous présente un groupe de 7 ninjas, parce que ça les présente un par un, ils ont tous genre 4-5 chapitres, je crois, pour se présenter, minimum. Et ça montre pourquoi ils sont en colère contre le roi de leur royaume. Ça montre comment ils ont leur pouvoir, pourquoi ils se battent, quelle est leur raison personnelle. Sauf que ben, c'est un style de dessin qui ne me plaît pas du tout, je trouve ça très laid, genre vraiment très peu lisible, et en plus très laid. Et puis genre ça se répète tellement sur la façon dont les 7 héros sont petit à petit amenés leur pouvoir, c'est tellement pareil, il y a tellement de personnages dans chacune des intrigues, c'est imbitable. Et ça s'enchaîne que ça là, les 5 tomes c'est vraiment plusieurs portraits, je sais même plus à combien on est. Je sais même pas si les 7 font partie des 7 ninjas des fous, enfin si tous les portraits font partie des 7 ninjas des fous. Je comprends à rien, je trouve ça très désagréable. J'ai hâte de voir le moment où les personnages vont se rassembler, où les intrigues vont se rassembler, où tout sera un peu plus clair. Parce que là, pour l'instant, pour une œuvre en 10 ou 11 tomes, avoir 5 volumes imbitables comme ça, je pense que ça fera une œuvre imbattable. Allez, plus que 3 œuvres. Et non pas plus que 3 heures, parce que là, ça serait moins un plaisir. Hop, ça. Yamakawa Naoki, qui a fait My Home Hero. Je fais découvrir à mon frère comme il lit tout, que j'ai dit tout à l'heure. Il apprécie grandement. J'ai fait lire à mon père, qui apprécie grandement, même s'il est. Il ne parle pas plus que ça quand il les lit. Mais à un moment, il apprécie grandement. Et j'ai même fait lire à ma belle-mère, qui a abandonné plutôt rapidement. J'aime beaucoup moins ce que ça raconte, parce que c'est un père qui veut tout faire pour protéger sa famille, même devenir un voyou. Parce que un gangster est trop bel love.
Dems. Et 1h30 à parler manga, ça fatigue. Hein. Oui, et donc c'est une sorte de cercle de la violence, parce que plus il veut protéger sa famille, plus elle est en danger, vu que certains veulent se venger, et plus il doit faire des actes horribles pour les protéger. On a une belle avancée des plans et des adversaires, des antagonistes, jusqu'au tome 5 ou 6, si je ne m'abuse. Et après, on a plein de personnages qui arrivent d'un coup, et moi je trouve ça très intriguant. Genre, ça pouvait autant partir sur quelque chose de très mauvais, parce qu'à force de raconter trop de trucs en même temps, de mettre tout d'un coup, ça risquait de se perdre et de pas raconter grand chose au final. Mais ça a très bien construit l'intrigue pour présenter les personnages un par un, où il est lié à d'autres intrigues en cours, nous mener sur un truc très clair dans un village dans lequel j'en ai pas vivre et qui ressemble beaucoup à celui de Gannibal, les cannibaux en moins. Mais c'est vraiment un thriller, j'en lis pas beaucoup les thrillers, il y a eu Prophétie dont on parlait tout à l'heure, et je pense que c'est à peu près tout ce que je pourrais citer comme ça, de tête. Ah si, le bateau de Thésée évidemment. Mais voilà, la détermination du père à sauver tout le monde, le fait que les autres soient pas non plus inutiles et agissent quand même, le fait d'avoir plein de personnages maintenant et plein de forces en présence, ça marche très bien. J'ai hâte de savoir comment ça va se finir tout ça, et ça me plaît beaucoup. Avant, dernière œuvre, mais la dernière par ordre alphabétique, j'ai juste été débile de leur sauter une, par par Yukimura Makoto, avec Vinland Saga, une œuvre sur les vikings, au moment où j'aurai des vikings, que je trouve pas si bon d'ailleurs, celui en passant, notamment à cause du personnage principal que je trouve insupportable. Et une fois la série plus avancée, à partir de la saison 5 et 6, je le trouve bien plus supportable. Ceux qui ont vu la série comprendront pourquoi il est moins supportable. Bref, et là, c'est plus ou moins pareil. Alors, rien à voir avec le personnage principal cette fois, parce que c'est vraiment le pilier central de l'œuvre et qui la rend exceptionnelle. Mais le premier arc ne me plaît pas du tout. C'est vraiment un truc de viking classique avec juste de la violence, des combats. C'est bien dessiné, ça pas de doute. Mais alors, le fond et le propos, qu'est-ce que c'est long. Là-dedans, dans cette première partie, je retiens Askeladd, qui a une force de caractère, de plan, de réflexion qui me plaît beaucoup. Mais alors, pour le reste, je trouve ça tellement lent, c'est pas ma cam. Par contre, une fois le deuxième arc commencé, l'œuvre devient exceptionnelle pour moi. Donc là, depuis le tome 8 jusqu'au tome 25, je suis complètement convaincu et conquis à chaque volume. Tant le côté humain ressort, tant les réflexions sur la guerre, sur ce que c'est d'être un homme, sur le Valhalla, sur la création d'un nouveau monde fonctionnent parfaitement. On a plein de réflexions, plein de personnages hauts en couleur, et des vraies confrontations entre le pacifisme, le fait d'être un vrai homme sans se battre, et la guerre, le fait d'être né pour ça, le fait d'être un vrai homme juste pour la guerre. Et t'as des très belles idées. En plus de ça, c'est complété par une galerie de personnages qui veulent prouver à leur père qu'ils sont faits pour la guerre, avec des personnages qui sont des femmes mais qui veulent vivre quand même, qui sont des femmes mais qui veulent. Non, qui sont des hommes mais qui veulent vivre que des femmes, et trucs comme ça, je sais même plus. Désolé Cordelia, je n'ai pas assez retenu ton histoire. Il y a tellement de moments touchants entre père et fils, des moments d'aventure, des moments d'action. Ça devient bien plus complet une fois le premier arc terminé, et ça me plaît tellement plus. Ah, Vinland Saga, c'est une valeur sûre que je recommanderais chaudement à qui mieux mieux. Balancer des expressions au pif là, c'est un régal. Est-ce que je prends les 25 tonnes d'un coup? Immédiatement, c'est une bonne idée. Alors, les enfants, petit conseil, évitez de porter 25 tonnes d'un coup. C'est un peu lourd et ça tient pas très bien et c'est dangereux, ça va juste tomber. Par contre, là, ça passe tout juste dans ma troisième étagère. Il y a la place encore pour 5 tomes. Et l'œuvre que j'ai oublié, c'est Vinland Saga, non, c'est ce que je viens de dire, The Forest Neverland, écrit donc par Kaio Shirai.
Et ça fait 20 tomes, donc ça va pas du tout passer. Donc je sais pas comment je vais faire, il va falloir que je jette une quatrième étagère moi. Parce que avec 1300 mangas d'ici très peu, et bah ça passe pas en 3 étagères. Enfin, c'est sûr que c'est pas si bien vu qu'il y en a plein dans la chambre de mon frère aussi. Mais bah même à moins ça passe pas. Et donc pour Price Neverland, je- ça me fait penser du coup à Death Note largement. Parce que Death Note, premier arc, tout le monde crie au génie. Et après, le deuxième arc, ils disent c'est de la merde. Alors que moi, je fais premier arc, c'était très bon la première fois, mais à la rupture, c'est inintéressant et très long. Et le deuxième arc, c'était vachement mieux que ce que les gens veulent faire croire. Et ça marche toujours aussi bien à la lecture. Et là, après Neverland, tout le monde est en mode le premier arc, c'est du génie. Et d'ailleurs, c'est du caca. Et ben, le premier arc est très bon. À la relecture, je pense que ça sera plutôt pas mal aussi. Mais de là à dire c'est du génie, je veux bien vous l'accorder là par contre. Parce que c'est vrai que ça marche bien, il y a de l'action, il y a du mystère, il y a de la confrontation directe entre des enfants, certes intelligents, mais des enfants quand même, et une adulte horrible. Il y a le côté relationnel aussi qui fait mal, vu que bah, c'est quand même des personnages de confiance qui se connaissent depuis longtemps. Mais derrière, c'est pas du tout un reste, vu qu'on découvre le monde, on découvre la vision des démons, on découvre euh, leur histoire, leur culture, leur façon de faire à manger, leur façon de vivre leur vie. On découvre tellement plein de choses. Il y a toujours de l'action, il y a toujours du suspense, il y a des personnages intéressants. Il y a un personnage avec le meilleur prénom du monde, Lucas, merci à tous. Je ne pas ça pour moi, hein, c'est pas du tout mon prénom. Et bon, alors, vers la fin, sans doute que ça s'essouffle un peu, parce que bah, il a fallu accélérer, parce qu'il a fallu rassembler les intrigues, parce qu'il a fallu faire de la confrontation, alors que c'est pas un manga sur la confrontation. Enfin, ça l'était à un moment, mais là c'était plus le moment. Et la fin marche un peu moins, car, étonnamment, ça devient vachement facile. Au premier arc, il y a beaucoup d'obstacles, quelques échecs, des erreurs, mais ils arrivent au bout de leurs idées. Alors qu'à la fin, merci Lulu. Ok, merci Lulu. Mais, je disais, pour les arcs suivants, il y a moins de difficultés. Hein. Une fois qu'ils commencent à être lancés, rien les arrête et il n'y a pas grand chose qui se trouve difficile. Mais quand ils retrouvent d'autres personnages qui ont de gros problèmes de santé, qui ont de fortes chances de mourir, je suis en mode allez, hop, tout va bien. Et c'est plutôt étonnant. Ça revient à la toute fin, les difficultés, mais c'est annulé encore donc. Alors je dirais pas que c'est un grand pétard mouillé non plus, mais juste ben. C'est dommage d'avoir un peu de moins sur la fin. Donc je vais pas ranger ça dessus parce qu'il faudrait que je redécale tout. Donc on va penser quitter là, sauf si vous avez encore des choses à dire. Moi, ça commence à être compliqué d'avoir des choses à dire, parce que là, ça fait 1h40 que je parle non-stop et j'ai la gorge qui brûle un peu. Mais ça me fait plaisir d'avoir enfin fini de ranger ma mangatech différemment. Bah, même si du coup, ça va pas passer, parce que bah, je vais mettre mes premiers Samarand au milieu, là, sur la rangée 3, entre Poseidon Yarikou et Grégor. Mais du coup, ça fait qu'il y a quelques tomes de Violence qui vont pas rentrer dedans, et je sais pas ce que je vais faire. D'autant plus que ben, il y a les mangas que j'ai achetés en janvier qui vont arriver bientôt. Non, en janvier ils sont là. Les mangas que j'ai achetés en février qui vont arriver bientôt. Donc je sais pas où je vais les mettre. Donc il va falloir que je demande soit une nouvelle étagère, soit que je range ça différemment. Enfin, on va pas ranger ça encore différemment parce que j'en ai rangé, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ben de rien, ça me fait plaisir Dr Chips de live et de t'avoir dans le public. Merci à toi d'être venu dans le public. Et merci à toi d'avoir participé aussi, ça fait plaisir. C'est un peu plus vivant et c'est pour ça que je suis live. Parce que je te vois que pour l'instant j'ai arrêté de faire des petites critiques simples pour mon blog et je compte faire des travaux un peu plus longs sur YouTube. Et en même temps, bah, mettre les écrits sur le blog, c'est pas de souci. Mais pour l'instant, je suis pas dedans, que je t'ai dit au début du live, vu que je travaille pour mes cours. Mais donc là, début mars, hop, je peux recommencer à bosser dessus et envoyer des trucs. Et donc ça me fait plaisir de pouvoir live et discuter un peu avec internet pour l'instant. Donc bah merci à toi d'être venu, à bientôt. Parce qu'on va se retrouver pour d'autres lives prochainement pour l'achat. Non, pour le lecture manga de février. Parce qu'on a bientôt les achats qui sont terminés là. Il reste que la semaine prochaine avec les 2 tomes de Fortnite et The Apocalypse. Et j'aurai tous les achats de du mois de février. On pourra bientôt faire ça. Et sinon, bah, un peu de gaming sur un peu tout. Ouais, c'est vrai, il faudrait que je fasse ça. Mais ouais, les études avant tout, c'est pas une vision que j'ai souvent eue, mais là en ce moment j'ai un peu pas le choix. Et n'hésite pas à faire des pubs
pour les lives. Ouais, bah souvent je lance sur un coup de tête donc c'est un peu compliqué de prévenir avant, mais au moins dire quand je les lance et ce qu'il y a dedans, ouais, pas con. J'essaierai de faire ça à l'avenir. Et donc, oui, bah, en fonction de quand sont les gens à la maison, on va peut-être un live gaming bientôt. On verra bien. Allez, on va s'arrêter là. On se voit donc bientôt. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À comment et bientôt. Plus plus.